Pourriez-vous fermer les yeux et vous plonger dans un sommeil profond, sachant qu'à seulement 500 mètres de votre lit se tiennent des milliers d'individus rêvant de vous trancher la gorge? Dans l'obscurité glaciale des forêts antiques, le moindre craquement de brindilles pouvait annoncer le début du massacre. Mais les légionnaires dormaient aussi profondément que des nourrissons dans leur berceau. Comment y parvenaient-ils dans des conditions qui provoqueraient une dépression nerveuse chez l'homme moderne dès la première nuit? La réponse ne réside ni dans la magie, ni dans les herbes apaisantes, mais dans un système mathématique rigide, écrit dans le sang, qui transformait le chaos de la guerre en un ordre stérile. Au terme de ce récit, vous comprendrez pourquoi c'est la capacité à dormir, et non à manier l'épée, qui a fait de Rome la maîtresse du monde. Et vous vous demanderez si vous êtes capable d'une telle autodiscipline de fer. L'armée romaine ne faisait pas que combattre. Elle marchait avant tout sans cesse, couvrant d'énormes distances, avec une charge qui aurait brisé le dos d'un athlète non préparé. L'historien Joseph, au 1er siècle de notre ère, notait avec admiration que les exercices des Romains étaient des batailles sans effusion de sang, et leurs batailles des exercices sanglants, car ils portaient sur eux un poids égal à celui d'un parachutiste moderne. Ce lourd paquetage de marche, comprenant les effets personnels, les outils et la ration pour 3 jours, était fixé sur une perche spéciale et s'appelait la sartina. Le légionnaire portant la sartina ressemblait à une mule chargée, dont les épaules s'écorchaient jusqu'au sang, sous le poids de 40 kilogrammes de fer, de cuir et de bois. Chaque pas résonnait d'une douleur sourde aux genoux, et la sueur inondait les yeux, se mêlant à la poussière de la route, transformant le visage en un masque sale de fatigue. Mais dès que le soleil commençait à décliner vers le couchant, au lieu du repos tant attendu, les hommes épuisés étaient confrontés à une épreuve qui déterminait s'ils vivraient jusqu'à l'aube. Les anciens traités d'art militaire, y compris les écrits de Végès, prescrivaient strictement de ne jamais s'arrêter pour la nuit sans ériger de fortifications, même si l'armée se trouvait sur son propre territoire. Cette règle avait été écrite du sang de milliers de soldats, morts à cause de la paresse de commandants qui avaient décidé un jour de négliger la pelle pour 1 heure de sommeil supplémentaire. Le corps du génie de l'armée, marchant à l'avant-garde, choisissait l'emplacement non pas pour la beauté du paysage, mais pour la présence d'eau et les possibilités de défense, traçant sur le sol les lignes du futur camp avec la précision d'une incision chirurgicale. Lorsque la colonne principale approchait du lieu, les guerriers exténués ne s'effondraient pas sur l'herbe, mais se transformaient instantanément en bâtisseurs, travaillant comme un mécanisme unique. Ce processus de transformation d'un champ sauvage en une forteresse imprenable en quelques heures était le secret essentiel de la survie de la Légion. Aucune tente n'était dressée avant qu'une fosse profonde n'ait été creusée et qu'un talus de terre n'ait été érigé, ce qui devenait la frontière entre la vie et la mort. L'outil pour creuser la terre, ressemblant à une pioche d'un côté et à une hache de l'autre, était une arme aussi essentielle pour le légionnaire que son épée, et il s'appelait la dolabra. La dolabra coupait les racines des arbres centenaires et brisait le sol caillouteux, tandis que les mains des soldats, déjà endoloris par les boucliers, continuaient de travailler au rythme effréné du soleil couchant. Imaginez ce moment. Des milliers d'hommes ayant marché 30 kilomètres sont maintenant en train de creuser frénétiquement la terre, sachant que s'ils ne finissent pas avant la nuit, ils deviendront une proie facile pour les barbares. L'air est chargé de l'odeur âcre de la sueur, du bruit du fer heurtant les pierres et des ordres secs des centurions, qui poussent les retardataires à coups de bâton. Mais le plus étonnant commençait lorsque les murs s'élevaient, et qu'à l'intérieur de ce carré de terre, un système excluant tout imprévu entrait en vigueur. Dès que le talus de terre formait un anneau continu, il se produisait à l'intérieur de cet espace quelque chose qui frôlait le miracle de l'ingénierie. Du chaos des chariots et des hommes surgissaient en quelques minutes des rues droites, disposées avec une précision mathématique
tel qu'un légionnaire pouvait trouver sa tente, même les yeux bandés. L'historien Polybe affirmait que la disposition du camp ne changeait jamais, créant pour les soldats l'illusion d'être chez eux, même s'ils se trouvaient à des milliers de kilomètres de leur seuil natal, dans des terres sauvages. Cet ancrage psychologique était d'une importance capitale. Dans un monde où chaque buisson pouvait cacher la mort, le camp devenait un îlot de prévisibilité et d'ordre absolu. Les tentes des commandants se tenaient toujours au centre, et celles des simples soldats rayonnaient à partir d'elles. Et personne n'osait enfreindre cette géométrie sacrée, pas même d'un pas. À l'intérieur de cette grille rigide vivait la plus petite et la plus soudée des unités de combat, un groupe de 8 hommes qui partageaient toutes les difficultés du service. Cette fraternité, vivant dans une même tente de cuir et partageant une seule mule, s'appelait le contubernium. Le contubernium n'était pas seulement une unité tactique, mais une véritable famille, où la vie de chacun dépendait des 7 autres camarades dormant épaule contre épaule. Imaginez l'espace exigu sous le cuir brut, imprégné de l'odeur de la sueur, de l'huile d'armes et de la fumée, où 8 hommes adultes tentent de trouver une place pour dormir sur la terre dure. Ils n'avaient pas de matelas moelleux, seulement des capes, et s'ils étaient chanceux, de la paille. Mais c'est cette chaleur des corps humains qui les sauvait du froid nocturne des provinces septentrionales. Avant de sombrer dans l'oubli du sommeil, les soldats devaient accomplir un dernier rituel de la journée, celui qui maintenait la vie dans leur corps. Des découvertes archéologiques de meules dans les lieux de campement des légions confirment que chaque contubernium moulait lui-même le grain fourni en farine. Le son de centaines de moulins à main broyant le blé emplissait l'air du soir d'un bourdonnement monotone, apaisant les nerfs après la tension de la marche. Ils préparaient une bouillie épaisse, parfois agrémentée de saindoux ou de vin bon marché, obtenant ainsi les calories sans lesquelles il aurait été impossible de soulever le lourd bouclier à l'aube. Ce dîner était un moment de répit, où l'on pouvait enlever son casque et se sentir une personne vivante, et non un simple outil de l'Empire. Cependant, même pendant ces minutes de détente, personne n'oubliait la menace principale qui planait sur le camp avec l'arrivée de la nuit. L'espace entre les tentes et le talus extérieur, large de 60 mètres, restait toujours vide, non par hasard, mais pour protéger les dormeurs des flèches et des javelots ennemis. Cette zone tampon servait de garantie qu'une attaque soudaine ne surprendrait pas les hommes directement dans leur lit, leur donnant de précieuses secondes pour s'éveiller. Le feu des brasiers commençait à s'éteindre, et le camp plongeait dans un silence inquiétant, qui était trompeur, car c'est précisément maintenant qu'entraient en jeu ceux à qui il était interdit de fermer les yeux, sous peine de mort. La nuit dans la Légion n'était pas un temps de repos. Elle se transformait en une opération tactique strictement réglementée, où l'obscurité était perçue comme un territoire hostile qu'il fallait maîtriser. Tandis que la majorité des soldats sombrait dans un lourd oubli, les élus revêtaient des manteaux chauds et sortaient à la rencontre du vide glacial, guidés par un emploi du temps plus solide que la pierre. Selon les écrits de Polybe, la nuit romaine était mathématiquement découpée en 4 quarts de temps égaux, afin qu'aucun veilleur ne reste en poste au-delà des limites de la concentration humaine. Cet intervalle de 3 heures, qui pouvait sembler une éternité dans le vent froid, s'appelait la vigilia. De même que l'on se passe un témoin dans une course de relais, les sentinelles fraîches relevaient les fatigués strictement au signal de la trompette. Maintenant, autour de l'armée endormie, un mur ininterrompu d'yeux vigilants. Mais dans l'obscurité totale, où l'œil ne distingue même pas sa propre main, comment distinguer un éclaireur rentrant d'un assassin rampant? Même avant que le soleil ne disparaisse complètement derrière l'horizon, un rituel silencieux s'accomplissait dans le camp, tissant un réseau invisible de sécurité. Une petite tablette de bois, sur laquelle était gravé un mot de passe secret, qu'il s'agisse de victoire ou de Jupiter, était transmise du tribun à chaque soldat, créant la clé verbale de la survie.
Ce simple jeton d'identification, dont la perte pouvait signifier une catastrophe pour toute l'unité, s'appelait la Tessera. La Tessera glissait silencieusement de main en main, liant des milliers d'hommes par un seul secret. Et malheur à celui qui, interpellé dans l'obscurité, ne pouvait nommer le mot sacré. Postée sur le talus de terre, la sentinelle menait bataille non pas contre des épées et des lances, mais contre le poids écrasant de la monotonie et le désir traître du corps de fermer les yeux. L'essence du soldat sur le mur s'aiguisait jusqu'à un seuil douloureux. Le bruissement de l'herbe sèche résonnait comme l'approche de l'infanterie ennemie. Et l'ombre d'un nuage semblait être une cavalerie attaquante. Ces détachements nocturnes, dont le devoir était de rester figés sur les murs comme des statues vivantes pendant que leurs camarades rêvaient, s'appelaient les excubiers. Les excubiers étaient les terminaisons nerveuses de la Légion, scrutant l'obscurité avec une telle intensité que les hallucinations devenaient une menace professionnelle fréquente, exigeant une volonté d'acier pour distinguer les peurs fantômes de la mort réelle. Pour garantir qu'aucun garde ne reste au froid une seconde de trop, mais aussi qu'il ne quitte pas son poste prématurément par paresse, les Romains utilisaient une technologie qui ne dépendait pas des caprices de la lune ou des étoiles. À l'intérieur de la tente du commandant, l'eau s'écoulait d'un récipient à l'autre avec une régularité hypnotique, mesurant le temps avec l'impartiale précision d'un juge. Cet appareil, qui prévenait les disputes et assurait l'équité mathématique de la rotation des équipes, s'appelait la clepsydre. Dès que la dernière goutte tombait au fond, le signal de la relève de la garde retentissait, et les soldats gelés sur les murs savaient que leur supplice était terminé, transmettant le fardeau de la responsabilité au groupe suivant de frères d'armes. Mais c'est précisément au moment de la relève que le risque d'erreur augmentait considérablement. Le pire ennemi du soldat romain ne se cachait pas dans l'obscurité derrière le talus, avec une épée barbare à la main. Il se trouvait à l'intérieur même du camp et portait une tunique romaine. Pendant que la majorité de la troupe dormait, 4 cavaliers se déplaçaient dans le labyrinthe des tentes, avec pour seul objectif de surprendre leurs propres frères en flagrant délit d'un crime puni de mort. Polybe, historien grec ayant vécu parmi les Romains, décrit avec une précision terrifiante ce processus d'inspection nocturne, notant que les vérificateurs n'étaient pas choisis au hasard, mais par tirage au sort, afin d'exclure toute collusion ou favoritisme amical. Vous n'entendez que le léger grincement du cuir et les pas prudents des chevaux lorsque ces ombres glissent devant les postes, et pour eux, chaque sentinelle endormi n'est pas un camarade, mais une proie. Ce système de contrôle croisé transformait la nuit en une torture psychologique, où la peur de l'inspection était plus forte que la fatigue, forçant les yeux à rester ouverts même lorsque le cerveau s'éteignait. Si l'inspecteur découvrait une sentinelle endormie, il ne la réveillait pas en criant, ni ne la frappait du pied pour faire une scène sur place. Au lieu de cela, se joint un drame muet à glacer le sang. Le vérificateur s'approchait silencieusement du dormeur et, tel un voleur, subtilisait un détail de son équipement ou de son vêtement comme preuve irréfutable. Le matin, lorsque le soleil éclairait le camp, cet objet volé était présenté au tribun. Et pour le coupable, arrivait le moment de vérité, plus terrible que n'importe quelle bataille. Le soldat qui se réveillait à son poste et ne trouvait ni son épée ni sa cape comprenait instantanément qu'il était déjà un homme mort, bien que son cœur batte encore. Au lever du jour, toute la légion se formait sur la place d'armes, formant un immense carré silencieux, au centre duquel se tenait l'accusé, tremblant non de froid, mais d'une terreur animale face à l'inévitable. Le tribun menait un bref interrogatoire.
Et si la culpabilité était prouvée par des preuves matérielles ou des témoignages, il touchait simplement le condamné d'une légère canne, donnant le signal fatal. Ce geste déclenchait un mécanisme ancien et brutal d'exécution collective qui transformait les soldats disciplinés en bourreaux de leurs propres amis. Le type de peine capitale, où le coupable était battu à mort à coups de bâton et de pierre par ses compagnons d'armes, s'appelait le fustuarium. Le fustuarium n'était pas une simple exécution. C'était un acte rituel de purification de la légion de toute faiblesse, où chaque coup était porté par ceux qui, la veille encore, partageaient le pain et l'eau avec le condamné. Le dramatisme de l'instant était accentué par le fait que les personnes les plus proches de la victime, ses concubernales, ces 7 qui dormaient avec lui dans la même tente, participaient souvent à ce massacre sanglant. Les chroniques historiques témoignent qu'ils n'avaient pas le choix. Refuser de frapper équivalait à la complicité, et la pitié à ce moment-là signifiait la signature de leur propre arrêt de mort. Le corps humain était transformé en une masse informe en quelques minutes, sous une grêle de coups portés par de lourds fûts de lance et des pavés, jusqu'à ce que les cris cessent définitivement. Cette scène gravait à jamais dans le cerveau de chaque spectateur une vérité simple. Dormir au poste est une trahison pour laquelle ce ne sont pas les ennemis qui paient de leur sang, mais tes frères. Mais le sort de ces rares chanceux qui parvenaient à s'échapper du cercle et à fuir par les portes du camp pendant l'exécution était encore plus tragique qu'une mort rapide. La loi romaine était implacable. Un tel homme était à jamais interdit de retour au foyer, ne pouvait être accueilli ni par ses parents, ni par sa famille, et était condamné à une vie de paria, méprisé de tous. Tacite et Tite-Live mentionnent des cas où les survivants du fustuarium enviaient les morts, errant dans des terres étrangères sans nom ni honneur. Cette méthode draconienne de maintien de la discipline nous semble barbare, mais c'est précisément elle qui créait cette vigilance surhumaine, grâce à laquelle une seule sentinelle pouvait sauver 5000 vies. La peur du fustuarium pénétrait si profondément le subconscient que même en temps de paix, les vétérans se réveillaient souvent la nuit en sueur froide, vérifiant si leurs armes étaient à leur place. Ce traumatisme collectif cimentait l'armée mieux que n'importe quel serment, créant une structure où la responsabilité n'était pas un concept abstrait, mais une question de survie physique pour chacun. Lorsque la masse sanglante était emportée de la place d'armes et que les pierres étaient nettoyées des taches rouges, la Légion reprenait ses devoirs avec une énergie redoublée, sachant que le prix de l'erreur était trop élevé. Cependant, lorsque le soleil atteignait son zénith et que les cauchemars nocturnes se retiraient, la machine de guerre romaine se retrouvait confrontée à la réalité de la bataille diurne, où la survie ne dépendait plus des bâtons des camarades, mais de l'acier froid de l'ennemi et du génie des généraux. Lorsque les premiers rayons du soleil touchaient le sommet des casques, le camp, qui n'était qu'une heure auparavant une forteresse imprenable, disparaissait de la surface de la terre à une vitesse effrayante. L'historien Joseph décrivait avec admiration comment, au troisième signal de la trompette, des milliers de tentes étaient repliées simultanément, comme si une bête énorme se débarrassait de sa peau, se préparant à la chasse. Ce n'était pas un ramassage chaotique des affaires, c'était une démonstration de contrôle absolu sur le chaos, où chaque mule était chargée et chaque soldat prenait sa place dans les rangs avant même que la poussière ne retombe. Alors que les armées barbares, ayant passé la nuit en cris d'ivresse et en danses rituelles autour des feux, accueillaient l'aube avec la tête lourde et les jambes cotonneuses, les Romains se tenaient frais, remplis de cette énergie froide que seul un sommeil paisible et protégé procure. Sur le champ de bataille, cette différence d'état physique devenait l'arme invisible qui brisait l'échine des armées ennemies, avant même le premier coup d'épée. Jules César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, soulignait à plusieurs reprises le contraste effrayant. Le rugissement sauvage et bestial des Gaulois, tentant de s'encourager,
se brisaient contre le silence glacial et mortel de la formation romaine. Ce mutisme sinistre de milliers d'hommes, qui n'émettaient aucun son face à la mort, effrayait les ennemis plus que le fracas des armes, car il témoignait d'une confiance surhumaine en la victoire. La formation de combat, par laquelle la Légion s'alignait sur 3 lignes, permettant aux guerriers frais de remplacer les fatigués en pleine mêlée, s'appelait la triplex Aquies. La triplex Aquies fonctionnait comme un hachoir à viande géant, où les lames émoussées étaient constamment remplacées par des neuves, ne laissant à l'ennemi aucune seconde de répit. Le point culminant arrivait lorsqu'il ne restait pas plus de 20 pas entre la foule rugissante des ennemis, la distance à laquelle on pouvait distinguer la folie dans les yeux de l'adversaire. Sur un signal de trompette unique, aussi sec qu'un coup de fouet, l'air noircissait de milliers de javelots lourds en vol, créant un mur de mort sifflant. Cette arme géniale, conçue pour percer le bouclier et se plier sous son propre poids, rendant impossible son retrait ou sa réutilisation, s'appelait le pilum. Le pilum transformait le bouclier de l'ennemi d'un moyen de défense en un fardeau inutile, tirant le bras vers le sol, et forçait le barbare à le jeter, le laissant nu face à l'acier romain. Imaginez ce moment de l'impact. Le bruit de milliers de pointes de fer s'enfonçant dans le bois et la chair ressemblait au craquement d'une forêt se brisant sous l'effet d'un ouragan. L'attaque ennemie, qui semblait une vague irrésistible une seconde auparavant, s'étouffait dans son propre sang et sa confusion, alors que les premières rangées tombaient, entravées par leurs propres boucliers. Et puis, sans leur laisser le temps de se ressaisir, le mur romain avançait d'un pas, et les courtes épées entraient en action, travaillant avec la cruauté mécanique d'une aiguille à coudre. Les légionnaires ne brandissaient pas leurs armes comme des héros de cinéma. Ils portaient de courts coups d'estoc derrière leurs boucliers, visant le visage, le cou ou l'aine, économisant force et mouvement. C'est là, au milieu de cette bouillie sanglante, où le sol devenait glissant d'entrailles, que le facteur principal du repos nocturne prenait tout son sens. Le barbare, épuisé par une nuit sans sommeil et l'ivresse de l'adrénaline, commençait à s'essouffler après seulement 10 minutes de combat actif. Ses coups devenaient mous et sa réaction ralentissait. Le Romain, dont les muscles étaient régénérés par un sommeil complet dans un camp gardé, continuait à travailler comme une machine, conservant sa lucidité et sa puissance physique heure après heure. Suétone et Tacite décrivent des batailles qui duraient toute la journée, où la victoire était remportée non par ceux qui étaient les plus forts ou les plus féroces, mais par ceux qui étaient simplement plus lents à se fatiguer de tuer. La pression psychologique sur l'adversaire était amplifiée par le fait que la ligne romaine semblait infinie et invulnérable. Dès qu'un soldat du premier rang commençait à sentir la fatigue, sur ordre du centurion, il faisait un pas de côté et en arrière, passant par les intervalles de la deuxième ligne, et un combattant frais, plein de vigueur, prenait instantanément sa place. Pour le barbare, cela ressemblait à une bataille contre l'hydre. Peu importe combien il frappait, un nouveau visage plein de force, masqué par l'imperméabilité du casque, se dressait toujours devant lui. Ce carrousel incessant de la mort brisait la volonté de nations entières, les forçant à croire que les Romains n'étaient pas des hommes, mais des démons de guerre immortels. À midi, le champ de bataille se transformait en un monument effrayant à la discipline romaine. Des montagnes de corps gisaient là où la formation les avait atteints, et les légionnaires, couverts de sang étranger de la tête aux pieds, continuaient leur progression méthodique. Mais même lorsque l'ennemi prenait la fuite et que l'adrénaline de la victoire montait à la tête, personne ne se lançait dans une poursuite désordonnée, brisant les rangs. Le collier de fer de la discipline les tenait plus fermement que la peur de la mort, car ils savaient que la véritable victoire n'était pas un tas de cadavres, mais l'ordre qui serait établi sur ces terres le lendemain. Mais quel prix en était payé par l'âme humaine pour cette efficacité? Et ce qui restait de l'homme, passé par le hachoir de la discipline et du massacre,
Il nous reste à le comprendre en conclusion. Lorsque les cris des mourants s'éteignaient et que les corbeaux commençaient à tournoyer au-dessus du champ de bataille, il devenait clair que la véritable victoire de Rome était forgée non au moment du coup d'épée, mais pendant ces heures nocturnes silencieuses où la Légion se ressourçait. Après le siège grandiose d'Alésia en 52 avant notre ère, où les soldats de César construisirent 2 lignes de fortification d'une longueur totale de 24 kilomètres, il devint évident que ce n'était pas la fureur qui avait conquis le monde, mais l'endurance. Ces hommes, capables de dormir par intermittence entre le creusement des fossés et le repoussement des attaques de l'armée de Vercingétorix, forte de plusieurs milliers d'hommes, prouvèrent que le repos organisé était une ressource stratégique plus précieuse que l'or. Tandis que les Gaulois, épuisés par l'insomnie et la panique, perdaient la raison, les Romains changeaient méthodiquement les équipes, conservant leur sang-froid pour l'assaut décisif qui changea à jamais la carte de l'Europe. Ce système de sécurité nocturne se révéla si parfait que les campements temporaires, destinés à ne servir qu'une seule nuit, commencèrent à s'enraciner dans le sol, se transformant en fondement de la civilisation moderne. Ce qui avait commencé comme un talus de terre et un fossé pour protéger les soldats endormis, se transforma avec le temps en un puissant système frontalier encerclant l'Empire, de la brumeuse Bretagne aux sables de Syrie. Cette frontière fortifiée, composée de murs, de forts et de tours de guet, où la sécurité était élevée à l'absolu, s'appelait le limès. Le limès devint l'incarnation de pierre de cette discipline même. Même des siècles plus tard, nous en voyons les traces. Et de nombreuses villes modernes, telles que Vienne, Cologne ou Manchester, ont grandi précisément à l'emplacement de ces carrés où les légionnaires ronflaient autrefois la nuit. Mais qu'advenait-il de l'homme qui avait vécu 25 ans dans un régime où le moindre bruit pouvait signifier la mort, et où le sommeil était un privilège strictement dosé? Des documents de l'époque d'Auguste nous montrent l'acte final de ce drame. Le vétéran survivant recevait ce pourquoi il avait enduré le froid, les humiliations et la peur du foustoirium, un lopin de terre ou une somme d'argent conséquente. Ce document tant attendu, accordant le droit de retourner à la société civile et, enfin, de dormir dans son propre lit sans épée sous l'oreiller, s'appelait la Missio Honesta. La Missio Honesta n'était pas une simple pension. C'était la reconnaissance officielle qu'un homme avait loué son système nerveux à l'État et avait survécu, bien que beaucoup de ses frères aient été laissés dans des tombes anonymes aux frontières de l'Empire. Cependant, historiens et psychologues s'accordent à dire que les anciens soldats ne revenaient jamais complètement à une vie normale. L'habitude de se réveiller au signal de la trompette, le balayage instinctif de l'obscurité et le besoin d'un périmètre protégé restaient avec eux jusqu'à leur dernier souffle. Ils devenaient l'épine dorsale des administrations locales dans les provinces, apportant avec eux cet ordre romain qui avait été gravé dans leur subconscient. Ce sont ces vieux loups, incapables de dormir paisiblement, qui ont appris au monde barbare à construire des routes droites, à juger selon la loi plutôt que par le droit du plus fort, et à valoriser la discipline au-dessus de la bravoure personnelle. Maintenant, en regardant le chemin parcouru, nous revenons à la question par laquelle nous avons commencé. Comment pouvaient-ils dormir, sachant que l'ennemi était proche? La réponse est paradoxale et d'une simplicité effrayante. Ils dormaient non pas parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort, mais parce que la peur d'enfreindre un ordre était plus forte que la peur de l'ennemi. Le soldat romain savait que le système, construit sur la cruauté, les inspections et la responsabilité collective, le protégerait plus sûrement que n'importe quel bouclier. Il faisait confiance à son camarade sur le mur, non par affection, mais parce qu'il savait que celui-ci craignait davantage de le battre à mort avec des pierres demain matin que de craindre le barbare dans l'obscurité ce soir. Cette histoire de garde de nuit nous laisse avec une question inconfortable, mais essentielle à notre propre égard. Nous vivons dans un confort dont le légionnaire n'aurait pu rêver.
nos portes sont fermées à clé, et nos frontières sont gardées par l'électronique. Mais pourquoi ressentons-nous si souvent de l'anxiété et de l'inquiétude? Peut-être que l'homme moderne a perdu ce sentiment intérieur de cohésion et cette autodiscipline rigide qui permettait aux Romains de dormir comme un bébé au milieu d'une forêt hostile. Et à la fin de cette histoire, chacun de nous peut se demander: si la vie de 5000 personnes dépendait aujourd'hui de ma vigilance, serais-je capable de rester debout ces 3 heures dans l'obscurité sans fermer les yeux, ou le monde moderne nous a-t-il rendus trop mous pour la véritable responsabilité? Les légions romaines sont depuis longtemps entrées dans l'histoire. Leurs armures rouillent dans les musées, mais leurs reproches muets demeurent avec nous. La grandeur d'une civilisation ne repose pas sur la technologie, mais sur la capacité de l'homme ordinaire à faire son devoir, même lorsqu'il a très envie de dormir. Sommes-nous capables de cela aujourd'hui? C'est une question à laquelle chacun doit trouver la réponse dans le silence de sa propre nuit.